Bonjour à tous, c'est Mélissa, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On est actuellement dans la rue nationale de Tours, qui est une rue très passante, pour vous faire découvrir un lieu méconnu de la ville de Tours. Il s'agit en effet des ruines de l'hôtel de Beaune-Semblancey que nous allons découvrir avec Florence Salazar, qui est maître de conférence en histoire moderne à l'université de Tours. Elle va pouvoir nous en dire plus sur son histoire et sur son architecture typique de la Renaissance. Allons-y! Alors les propriétaires, c'est essentiellement Jacques de Beaune, qui est le fils de Jean de Beaune, grande famille tourangelle. Jean de Beaune, donc le père, c'était un grand bourgeois tourangeau. Et Jacques de Beaune est né dans les années 1460. Il a été surtout maire de Tours également en 1498. Et ensuite, il s'est occupé des finances de François Ier. Donc on est vraiment là dans la grande bourgeoisie, anoblie en 1509. Et ce qu'il faut noter pour relier en fait la famille à l'espace, c'est que là ici on est finalement dans une sorte d'îlot de la famille de Beaune, ou de complexe, complexe hôtelier presque on pourrait dire de la famille de Beaune, puisque Jean de Beaune avait lui-même un premier bâtiment. Jacques de Beaune a reçu en fait de Louise de Savoie au début, donc la mère de François Ier, au début du XVIe siècle, a reçu un hôtel qui existait déjà, et lui-même donc a choisi ensuite de faire des travaux pour finalement moderniser l'ensemble, le mettre au goût du jour, et le jour en l'occurrence c'est le goût des débuts de la Renaissance française au début du XVIe siècle. Donc il a vraiment lancé ses travaux pour harmoniser tout cet ensemble architectural qui au départ était vraiment très disparate. La façade principale se situait là, donc orientée ouest-est, et puis ici donc sud et nord, le long de ce qui est aujourd'hui la rue nationale, anciennement la rue royale, mais qui n'existait pas au XVIe siècle. Au XVIe siècle, la rue qui était dans l'axe nord-sud, disons, de la ville, ça s'appelait la rue Traversane. Elle était légèrement déportée vers l'ouest. Le corps principal du bâtiment n'est pas resté, il a été entièrement détruit. Et donc ce qu'on a conservé, c'est d'une part l'aile sud là-bas, qui est surmontée de la chapelle. Et puis ici donc l'aile nord, qui était une galerie dont on ne garde que la façade sud, donc la façade sud de l'aile nord. Et effectivement, ces deux bâtiments sont vraiment très très représentatifs de la Renaissance. Nous voilà devant l'aile sud, donc on voit qu'il y a des portraits de profil dessus, donc c'était quelque chose qui était courant à la Renaissance d'avoir ça sur les façades, ou c'était vraiment exceptionnel de l'hôtel de Beaune? Là,
à la fois courant et exceptionnel, si je puis dire. En tout cas, on a une structure effectivement tout à fait surprenante. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle des médaillons à l'antique, en fait, avec effectivement ces personnages de profil dont on voit qu'ils portent tous la couronne de laurier. Alors, le bâtiment mériterait peut-être d'être un peu rénové pour qu'on puisse mieux l'observer. Mais voilà, ils portent tous la couronne de laurier. Et aussi, on le voit bien, ces fameuses cordelettes qui courent tout le long de la frise, sur lesquelles les historiens de l'art s'interrogent d'ailleurs toujours. Ces deux personnages qui auraient peut-être été utilisés ici pour signifier le rapport de proximité entre la famille de Beaune et ces grands personnages, mais on aura l'occasion de le revoir à propos de La Fontaine. Évidemment, en fait, tout cet ensemble, disons, de l'hôtel de Beaune-Semblançay est là pour témoigner du caractère tout à fait extraordinaire de la famille et de ses liens avec le pouvoir royal. Voilà, devant la fontaine, donc, du coup c'est une fontaine qui est assez particulière, qui semble très travaillée. On voit un écusson et des lettres même gravées dessus. Oui, alors là on a un très très beau travail de la Renaissance également, avec un édifice qui a été construit. Là on a des sources assez nombreuses qui sont conservées en particulier aux archives municipales de Tours. Donc Jacques de Beaune l'a fait construire en 1511 et dans le cadre en fait d'un échange, disons, avec la municipalité de Tours. Lui a apporté une partie du matériel. En fait, il a apporté le marbre qui a servi à la colonne. Et la municipalité de Tours a en revanche pris à sa charge l'ensemble en fait, des travaux qui entouraient la création de la fontaine. Pourquoi ? Eh bien parce que la fontaine, en fait, ne servait pas qu'à la famille de Beaune, mais elle servait à l'ensemble des habitants de la paroisse. Donc c'est vraiment une collaboration entre Jacques de Beaune et la municipalité. Mais enfin, il faut bien dire que la municipalité a mis beaucoup plus d'argent que Jacques de Beaune lui-même, qui a juste apporté le marbre. Alors ce qu'on a donc du coup, c'est un bassin qui est en pierre de Volvic, d'où cette couleur assez sombre du bassin lui-même. Les gens souvent, quand ils passent ici, trouvent qu'elle est sale, etc. Alors elle est certainement très sale, ça, il n'y a pas de doute. Mais de toute façon, elle est d'une couleur foncée du fait de son origine. Et puis donc la colonne, donc elle, en marbre, venu donc directement d'Italie. Un ensemble très travaillé. Pourquoi ? Eh bien parce que la fontaine finalement est là aussi comme un objet de décoration et qui doit surtout dire à quel point la famille de Beaune est évidemment une sorte de bienfaiteur pour l'ensemble des habitants de la ville. À partir de 1522, François Ier et Louise de Savoie soupçonnent Jacques de Beaune de malversation, enfin, en gros de prendre quelques légèretés avec l'argent qu'il est censé gérer pour la royauté. Et donc il va subir un certain nombre d'inquiétudes, procès, il va finir par tomber en disgrâce et paraître exécuté en 1527, qui est aussi un moment dans le règne de François Ier où le roi lui-même reprend un peu en main les choses. Ça tombe en même temps que évidemment tout ce qui tourne autour du connétable de Bourbon, etc. Après son retour de la captivité à Madrid. Donc effectivement une histoire qui finit assez mal pour Jacques de Beaune et qui est quand même aussi associé à cet ensemble architectural, parce que c'est le témoignage d'une magnificence extraordinaire et du faste dans lequel celui qui au départ n'était qu'un bourgeois, qui a été anobli comme baron de Semblançay, mais finalement assez tardivement. C'était d'abord un bourgeois et finalement la chute finale
après cette ascension assez fulgurante. Donc voilà, on a souvent dans l'Ancien Régime ce type de parcours d'individus, voilà, des ascensions fulgurantes et des chutes qui sont tout aussi rapides et dramatiques. Voilà.